on sent déjà au travers de la présentation que Michel vient de faire qu'il y a plusieurs profils d'actuaires, qu'il y a plusieurs métiers de l'actuariat, et je pense que vous allez pouvoir déjà, par la différence de vos profils et de vos parcours, être les représentants justement de cette multiplicité des parcours que l'on évoquait juste à l'instant. Alors je vais garder Florence pour la fin, pour la bonne bouche, et je vais vous laisser vous présenter tous les deux d'abord et nous expliquer un peu où est-ce que vous êtes aujourd'hui, quel a été votre parcours antérieur, parce que je sais que vous avez plein de choses très intéressantes à nous dire à ce propos. Bertrand ? Allez. Donc moi je suis Bertrand Nelva Pasquale, je travaille à la Mutuelle des Motards depuis 15 ans et je suis directeur technique donc de la Mutuelle des Motards. Avant d'être à la Mutuelle des Motards, j'ai travaillé 10 ans en assurance vie. Je le dis parce que c'est assez rare pour les actuaires de basculer d'un secteur à un autre, et j'ai eu cette chance-là. La technique vous intéressait, c'est tout ? Oui, il y a plein de choses qui m'intéressaient. J'ai découvert un domaine que je ne connaissais pas, qui est l'assurance dommage et l'assurance justement des deux roues à moteur. Et dans mon parcours, donc dans les 10 ans que j'ai fait en assurance vie, j'étais dans des structures assez différentes de celles que je connais aujourd'hui. J'ai travaillé dans le groupe AGF d'abord, quand ça s'appelait les AGF, et puis après dans la banque assurance, dans le groupe qui s'appelle maintenant HSBC. Avant d'intégrer donc la Mutuelle des Motards, donc qui est un environnement complètement différent, et je suis resté pendant toute ma carrière en direction technique. Donc aujourd'hui, avec Solvabilité 2, j'ai également en charge la fonction clé actuarielle. Voilà pour mon parcours, rapidement. Oui, ce qui est intéressant, c'est comme ça, vous êtes dans une structure qui n'a pas forcément la taille d'autres sociétés d'assurance. Je ne parle surtout pas d'importance, mais bien de taille, ce qui vous amène à avoir une vision sans doute beaucoup plus large, beaucoup plus exhaustive des fonctions et des métiers de l'actuariat. Oui, peut-être dire 2 mots sur... je ne sais pas si tout le monde connaît la Mutuelle des Motards. Non. Est-ce qu'il y a des motards? Alors du coup j'en dis 2 mots. Est-ce qu'il y a des motards dans la salle? Ah oui, très bien. Ou des utilisateurs de 2 roues à moteur, parce que oui, parfois c'est pas la même chose. Hein. Alors pour nous c'est la même chose, mais parfois certains ne se considèrent pas comme motards alors qu'ils sont sur un 2 roues à moteur et qu'ils ont les mêmes risques qu'un motard pur et dur entre guillemets. C'est normal, le motard c'est une culture. Il y a un vrai motard ici. Donc la Mutuelle des Motards, c'est une petite structure d'un peu plus de 400 salariés qui assure depuis 1983 les 2 roues à moteur. C'est une mutuelle, donc elle a été créée par les motards qui avaient du mal à s'assurer dans les années 80. Ce côté mutuel est très présent, je pense que j'aurai l'occasion d'en dire un peu plus tout à l'heure. Et aujourd'hui nous assurons 350 000 contrats, donc en effet nous sommes vraiment une petite structure par rapport à sans doute la CNP et d'autres grands groupes, ce qui peut-être change aussi un peu notre métier ou le métier de l'actuaire quand on est dans une petite structure où on n'est pas nombreux, on n'a pas les mêmes moyens que les autres, donc il faut qu'on fasse autrement. Anani, vous avez aussi un parcours très intéressant. Alors, moi, mon parcours, c'est un peu l'inverse de Bertrand, parce que j'avais commencé d'abord comme dans un cabinet de conseil en actuariat, puis ensuite, je me suis intéressé à l'actuariat financier, en asset management. Et là, j'ai fait le choix de rentrer dans un grand groupe, mais qui possédait une petite compagnie d'assurance. Et là, j'ai été actuaire à la fois technique, où j'avais la possibilité que dans les petits groupes, en fait, justement, on a cette possibilité de toucher un peu à tout. Et donc, d'apprendre le métier. Et à un moment donné, je me suis posé la question, comment j'allais réorienter ma carrière. Et de là, j'ai été recruté chez CNP Assurance. Et chez CNP Assurance, en fait, j'ai été recruté au moment où Solvabilité 2 posait un certain nombre de difficultés aux entreprises en termes de tarification de nouveaux produits qui sont Solvency II Compliance. Donc j'ai été recruté pour faire des études et monter des modèles et travailler aussi sur le modèle interne de l'entreprise. En tout cas sur un business unit assez important qui est l'emprunteur et l'épargne.
De là, donc, on a amplifié l'effort. J'ai créé donc le service de recherche et développement. Oui, on peut faire de la recherche dans les entreprises et c'est important parce que c'est source d'innovation. Et quelques années plus tard, j'ai rajouté donc l'aspect data science et où j'ai créé un data lab pour l'entreprise qui fonctionne plutôt bien puisque plus de 90% de nos productions passent en production, en tout cas de nos réalisations passent en production. Donc on ne reste pas simplement sur des prototypes, mais notre ambition c'est de pouvoir produire vraiment et aider l'entreprise. Et ensuite, je me suis occupé de la réassurance dans l'entreprise et puis de tout ce qui est outils actuariels, méthodes, IFRS 17. Et plus récemment, donc j'ai encore bougé un tout petit peu. Bon, vous voyez, la vie de l'actuaire n'est pas un long fleuve tranquille. Et il a envie de progresser. Et donc j'ai créé dernièrement le département de recherche pour amplifier l'effort de recherche avec interaction avec les universités et de prospective stratégique pour alimenter le conseil d'administration et le COMEX de CNP. Voilà. C'est impressionnant, docteur. J'essaie de ne pas m'ennuyer et puis le CNP m'aide bien à avancer, donc c'est bien. Merci. Florence, faut-il présenter Florence Picard? Écoutez, je vais vous laisser nous dire un peu ce que vous pensez de ces parcours et puis de votre propre parcours aussi. Oui, je pense qu'ils sont assez représentatifs de la variété des parcours parce que quand on imagine un actuaire, on imagine un expert un peu ennuyeux, rigide, qui empêche l'entreprise d'imaginer les produits, etc. L'image n'a pas toujours été très positive. En plus, souvent, on imagine quelque chose d'un peu prétentieux aussi. Et à vrai dire, moi, c'est pas comme ça que je les vois. Je les vois plutôt comme les deux qui viennent de se présenter. Et moi-même, j'ai peut-être été prétentieuse, ça je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai eu comme eux un parcours très varié, faisant de l'IARD, donc j'ai travaillé dans des domaines différents, donc l'assurance IARD, mais j'ai travaillé aussi dans l'épargne salariale, l'épargne retraite et la gestion d'actifs, et puis les aspects donc maintenant, si vous voulez, maintenant je suis administrateur d'une société d'assurance, mais je suis aussi j'essaye d'aider les chercheurs en étant dans des fondations qui cherchent des subsides pour les chercheurs parce que il y a une grosse difficulté pour les chercheurs à trouver des moyens financiers et les assureurs aident la recherche en mathématiques, en actuariat. En ce moment, par exemple, il y a des recherches sur le cyber-risque, sur le climat. Et donc, si vous voulez, moi, ma carrière, elle a été extrêmement variée. Je considère que je suis toujours en carrière. Hein. Je suis pas rémunérée. Je fais que des activités bénévoles, mais je suis toujours en activité de la même manière. Et je dois dire que j'ai été bénévole au sein de l'Institut des actuaires, dans le jury, etc. Et je pense que c'est aussi une dimension qu'on peut indiquer pour les actuaires, c'est cette dimension il y a un PPC, un plan de perfectionnement continu, qui oblige à se mettre au courant et qui amène aussi les actuaires à être bénévoles au sein de cet institut. Donc c'est aussi une dimension, je pense, qui n'est pas négligeable. Oui, d'autant plus qu'en préparant, je crois que la devise des actuaires, c'est toujours « nous calculons l'avenir ». Je trouve cette formule admirable. Mais on est quand même dans un contexte qui est extrêmement évolutif. On parlait de data science notamment. Est-ce qu'on peut toujours calculer l'avenir et dans quelle mesure? Qu'est-ce qui change dans la manière d'appréhender cet avenir possible? Je pense... Pour ma part, je ne vois pas trop Le monde s'est accéléré, mais beaucoup. Mais calculer l'avenir, c'est une formule qui veut dire qu'on envisage tous les possibles, enfin en tout cas tous ceux qu'on peut imaginer,
et on essaye de mesurer, dans la mesure du possible, de probabiliser les événements, de les hiérarchiser, si on ne peut pas quantifier, au moins de hiérarchiser leur probabilité, et donc d'évaluer pas seulement les risques, mais enfin également les avantages. Et ça a toujours été fait par les assureurs sur la base des informations qui nous viennent du passé, mais ça a toujours été également fait en tenant compte des évolutions en cours et donc de ce qui pouvait venir, par exemple pour l'assurance vie, avec des étapes prospectives, etc. Donc le monde va plus vite, les choses bougent, mais cette manière de vouloir appréhender les problématiques en essayant d'aider à la décision de ceux qui ont à décider, à choisir, pour leur donner des éléments factuels d'aider leur décision, ça c'est toujours valable. Les données sont plus nombreuses, mais les outils de calcul et de méthode sont là, et ça permet ainsi aux gens qui ont des décisions à prendre de le faire, même si bien sûr il y a aujourd'hui un nouveau contexte. Il y a effectivement des risques climatiques, il y a des risques cyber, il y a des risques émergents, où on est moins bien documenté en data, parce que bizarrement on n'a pas beaucoup de data pour évaluer le cyber-risque. C'est un risque de data, mais c'est pas là qu'on a le plus de choses. Mais le métier, il est toujours là. Alors calculer l'avenir, c'est une manière un petit peu caricaturale peut-être de le dire, mais c'est toujours bien la même chose, aider ceux qui ont à décider d'agir à avoir les éléments pour agir. Et je voudrais juste compléter parce que en fait, notre devise a changé il n'y a pas très longtemps. Maintenant, c'est éclairer les risques et tracer l'avenir. Je vous avoue l'avoir découvert très récemment, ça doit faire quelque temps, mais ça a changé. Et en fait, moi, je me reconnais presque un peu plus. Je trouve que c'est un peu plus. C'est mieux, c'est pour ça qu'elle a changé d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais je me retrouve bien dans éclairer les risques et dans ce que Florence vient de dire aussi. Et pour moi, dans la dimension d'éclairer les risques, il y a une dimension qui est vraiment importante, qui est celle de comprendre les risques d'aujourd'hui. Et cette dimension-là, elle suppose que l'actuaire, au-delà d'être compétent dans les mathématiques, d'avoir un socle technique solide, il faut qu'il soit curieux. Il faut qu'il soit curieux sur le risque qu'il est censé comprendre. Avant de parler de tarification, nous on parle déjà de c'est quoi ce risque finalement qu'on veut assurer et comment il peut se transformer, et être curieux sur le risque, être curieux sur les données, comment elles sont construites, de la saisie ou de la collecte sur les réseaux ou quand elles sont publiques, ou sinon de la saisie simple par les équipes commerciales. Qu'est-ce qui peut transformer la donnée? Est-ce que cette donnée, qu'est-ce qu'elle veut dire en fait cette donnée-là? Et puis après, dans la gestion sinistre, qu'est-ce qui peut perturber la donnée, ou est-ce qu'on est vraiment sûr que la donnée que l'on a, elle veut bien dire ce que l'on croit? Et si on reste dans son bureau à regarder des chiffres, et même si on est très bon en maths, je pense qu'on peut se tromper, on peut dire des bêtises. Et l'actuaire qui sort d'école, en général, il est bon en maths, mais est-ce qu'il a la curiosité d'aller se poser des questions sur le risque, d'aller interroger les équipes de gestion, de passer du temps avec elles? Ça, je pense que ça ne s'acquiert pas à l'école, et il faut vraiment que l'entreprise lui apporte. D'ailleurs, dans la partie, quand on a préparé cette table ronde, je vous posais la question de savoir comment, c'était quand même un sacré pari, de viser une niche, celle des motards ou des deux roues plus généralement, alors qu'en face, il y a quand même tout un tas d'acteurs qui peuvent avoir des moyens beaucoup plus conséquents pour aborder ce risque. Et donc, c'est un peu David contre Goliath. Et puis, vous avez une réponse qui est extrêmement intéressante. Vous m'avez dit, oui, mais à la Mutuelle des motards, mes collègues, une majorité sont des motards. Et donc,
pour faire mon travail d'actuaire, eh ben, je me tourne vers mes collègues et puis je discute avec eux et eux m'expliquent les particularités d'être motard, la manière dont ils ont un rapport au risque, ce qui pour eux est important, ce qui l'est moins, et ça me permet moi de mieux faire mon travail d'actuaire. Je trouvais ça intéressant parce que ça vient parfaitement en écho de ce que vous venez de nous dire à l'instant. J'ai envie de dire que finalement l'actuaire c'est une espèce de data analyst avant l'heure. Je me tourne vers Anani. Un data analyst avant l'heure, alors voilà, c'est en français actuaire, hein. C'est peut-être ça sonne un peu moins, mais parce que finalement c'est à la fois ce couplage d'une connaissance fine des mathématiques dans des domaines que l'on va explorer du big data avec des approches peut-être comportementales prédictives qui sont différentes, mais qui mêlent à la fois toujours cette science des mathématiques et puis une immersion dans une réalité du risque qui est celle du terrain, peut-être davantage. Mais ce que disaient mes collègues tout à l'heure, que je partage tout à fait, c'est que l'actuaire, en fait, c'est un curieux. Je considère les actuaires comme des enfants en permanence, en fait, qui se posent des questions et qui cherchent coûte que coûte à trouver une réponse, en tout cas satisfaisante. Et ça, c'est d'autant plus intéressant dans notre métier que ce métier nous pousse finalement à être comme un intégrateur de diversité et de pouvoir, à partir de toutes les sources d'informations qu'on collecte d'une part ou de l'autre, construire l'argumentation, expliquer la complexité, en tout cas essayer de sortir une valeur explicable pour la gouvernance et la direction des entreprises dans lesquelles nous travaillons. Mais ce que je voudrais surtout dire, et par là, c'est que il y a eu plusieurs vagues, en tout cas d'actuaires, comme cela. Il y a d'abord les actuaires que j'appelle règles à calcul. Donc voilà, c'est nos aînés. C'est pas passé loin du boulier là. Voilà, donc, mais effectivement, c'est un outil assez. Voilà. Et puis, il y a les actuaires que j'appelle macro Excel, VBA. Et je me retourne quand on était jeune, encore où on s'intéressait avec l'émergence des méthodes quantitatives pour pouvoir évaluer la LM, un certain nombre de choses. Et puis, aujourd'hui, on est dans l'ère de l'actuaire R et Python. Effectivement, avec l'émergence des données massives. Pourquoi? Pour nous, en tant qu'actuaires, toutes ces choses sont des outils qu'on intègre dans notre boîte à outils, okay, et qui nous permettent de pouvoir interpréter la complexité. Voilà. Donc, c'est ce qui a changé. Effectivement, il y a un challenge là-dessus pour nous, en tant qu'actuaires, de bien intégrer, de comprendre quand même les algorithmes, leur raisonnement, pour ne pas se laisser non plus à ne pas éclairer, par exemple, l'avenir dont il était question. Je partage tout à fait. Je crois qu'il y a vraiment une très grande continuité parce que moi, par exemple, si j'ai fait mes études avec une règle à calcul et si quand j'ai commencé, il y avait des tables de Malta, des grandes tables qui donnaient les taux d'intérêt, parallèlement, j'avais pris un truc qui s'appelait APL pour travailler des grosses bases de données et donc c'est dans la continuité. On a en tant qu'acteur, on a les bases qui nous permettent. Moi, j'ai travaillé en Fortran 4. Bon, bah après, plus récemment, j'ai fait des études de sciences cognitives où j'ai appris le Python. Et donc les jeunes, eux, passent sans douleur de tous les langages qui vont bien. Et je crois que il me semble qu'on est d'accord, je crois, pour dire que les choses se passent dans la continuité. On a les bases et puis on s'adapte en fonction des évolutions technologiques et on essaye, comme ce qui vient d'être dit, de le faire avec curiosité, mais avec esprit critique, avec recul, sans se laisser griser, comme ça peut quelquefois être le cas de jeunes data scientists très enthousiastes sur la technologie et qui disent prédire, qui parlent d'algorithmes prédictifs, bon, des choses qu'on ne disait pas, nous, hein, en tant que statisticiens. Mais ça ne prédit pas plus que les statistiques. Et sans doute cette confusion entre prévision et prospective, entre dire ce qui sera alors même que demain n'est pas décrit, et puis imaginer des futurs possibles, en s'appuyant notamment sur la connaissance fine que l'on peut avoir de la réalité d'un risque in vivo. C'est sans doute là une grande différence.
Alors oui, une grande différence. De toute façon, le futur n'a pas de données, donc pas de données, pas de stats, ben il faut inventer et souhaiter et mettre des cibles, des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, c'est prendre des décisions stratégiques aujourd'hui. D'où même l'idée pour nous aujourd'hui au sein de CNP d'avoir une démarche, non pas que la démarche n'existait pas, mais de structurer d'un point de vue intellectuel cette démarche et de pouvoir donner des outils, en tout cas à nos dirigeants, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais pour pouvoir prédire si on peut se permettre ce langage-là, le futur, il y a des techniques comme les scénarios. Et les actuaires aiment faire des scénarios, en fait. Et les études de sensibilité dont on parle, quand on présente nos résultats, c'est des scénarios. À la fois à la hausse, à la baisse, et puis disruptifs aujourd'hui dont on parle, vous voyez. Donc, en termes de méthodo, les actuaires sont outillés, moi je pense. Ils ont les éléments, ils ont à la fois juridique, du matériel économique, scientifique, mathématiques, statistiques, toutes ces choses, et même informatique aujourd'hui, pour pouvoir faire face à cette réalité d'un monde qui est très mouvant et qui change très très rapidement. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui change aussi, c'est que l'actuaire est moins seul dans l'exercice de son métier aujourd'hui qu'il ne l'était, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. On a le sentiment que, alors même si les entreprises sont pas passées sur des organisations matricielles, on travaille de plus en plus à la fois dans une logique projet et avec des équipes pluridisciplinaires. Je me souviens, la première étude que j'ai écrite en rejoignant de l'Observatoire en 2002 portait sur les métiers du marketing. Christian Parmentier qui est là s'en souvient, parce qu'il était alors, je crois, président de l'ADTEM, l'Association nationale du marketing. Je te fais un petit peu de pub en même temps. Et à cette époque-là, donc, il y avait quand même je dirais presque un clivage entre actuaires et marketeurs. Alors qu'aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que l'un ne peut pas travailler sans l'autre, quoi. Et donc, il y a une ouverture, peut-être beaucoup plus grande, des sciences actuarielles vers d'autres disciplines qui composent d'autres métiers dans les entreprises. Vous le constatez au quotidien ? Bertrand, peut-être ? Je crois que c'est une chance que nous avons avec justement ces nouvelles données ou ces données plus nombreuses et ces outils qui nous permettent de traiter des données plus importantes, de ne pas nous limiter aux données traditionnelles de notre métier. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau quand même. Alors ça dépend peut-être des structures aussi. Et grâce aux données, finalement, on va se parler un peu plus. Alors, je caricature un peu parce que depuis, un fil rouge de ma carrière, c'est d'avoir été en direction technique et d'avoir travaillé tout le temps sur des créations produits. Et depuis toujours, le marketing et le technique travaillent ensemble sur la création produit. Mais je pense qu'avec les données, on se permet, parce que j'utilise le terme se permettre, parce que je pense qu'on ne se permettait pas avant, d'aller utiliser des données qui traditionnellement sont les données du marketing, et inversement, le marketing va utiliser des données qui traditionnellement étaient les données du technique, je pense aux données sinistres par exemple. Et en effet, du coup, de travailler ensemble, de s'acculturer chacun par rapport à ces nouveaux outils, ces nouvelles données. Et c'est d'autant plus important dans les petites structures où on n'a pas les moyens d'avoir chacun dans sa direction des spécialistes je ne parle pas encore de data science, mais de ces nouveaux modèles prédictifs. Donc on n'a pas d'autre choix, mais en fait, c'est une belle opportunité justement de travailler ensemble avec l'ouverture qui nous est donnée par ces data. Je suis tout à fait d'accord. En fait, autrefois, l'information, c'était le pouvoir. Et les données, elles étaient... il y avait les données de la gestion, il y avait les données... Bon. Et donc, quand l'actuaire n'avait pas lui-même la liberté ou le culot ou la curiosité d'aller voir les autres, la structure ne le favorisait pas. Alors qu'aujourd'hui, les données doivent être partagées, l'organisation des données est très différente, la valeur des données, tout le monde en a pris conscience, et donc maintenant, le climat est favorable, mais je pensais que c'était les actuaires qui étaient particulièrement recroquevillés dans leur tour d'ivoire. Je pense que c'était pareil pour tous les métiers. Mais fort heureusement maintenant, tout le monde prend conscience de
l'intelligence collective, du fait que quand on met les gens en groupe, ils sont bien plus intelligents que chacun de leur côté. Et l'acteur a tellement à apprendre des autres, de même que les autres à apprendre des acteurs, hein, mais on a tellement à apprendre. Alors moi, j'ai été un peu bizarre dans ma vie professionnelle, parce que de toute façon, j'étais quand même un animal bizarre, puisque d'abord j'étais une femme à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient des responsabilités, et puis j'étais actuaire une bonne partie dans le monde bancaire, puisque toute la partie financière je l'ai fait dans le monde bancaire. Donc comme j'étais bizarre, finalement on supportait que je fasse des choses bizarres, et donc moi j'allais voir les autres, et ce que je peux, enfin c'est les échanges avec les autres qui vous nourrissent, qui donnent des idées, et je suis ravie de voir qu'aujourd'hui ça devient un mode de fonctionnement, mais moi je me suis toujours mes souvenirs de vie professionnelle, ce sont des souvenirs d'échange, ce sont des souvenirs de collaboration, ce sont des souvenirs de réussite collective de plusieurs disciplines. Donc je pense que les actuaires sont, comme ça a été dit là, ils sont très ouverts à ça, ils sont curieux. Alors bien sûr, comme dans tous les groupes, il y en a qui ne le sont pas, mais majoritairement, je pense qu'ils sont formés quand même. La formation, elle est mathématique, elle est statistique, elle est du R, du Python, mais elle est aussi de la comptabilité, du droit. Faut voir l'importance. Regardez, la comptabilité, elle devient stochastique. Donc on peut pas, l'actuaire il est obligé de travailler avec les comptables d'une manière fort différente et le comptable est obligé de travailler avec l'actuaire également. Il en éprouvait peut-être pas autant le besoin autrefois, quoi. Peut-être pas le même humour partagé. J'anticipe par rapport à la partie qui suivra sur les compétences transversales. Est-ce que précisément, c'est pas une forme de révolution ou un élargissement du spectre des compétences de l'acteur? On a beaucoup parlé des compétences techniques, y compris par les apports des data science, mais il y a peut-être un domaine aussi qui a été, alors je sais pas si c'est en rupture ou en forte évolution, en forte transformation, qui est celui de l'importance croissante des compétences transversales pour travailler davantage en équipe, travailler avec des équipes qui relèvent d'autres champs disciplinaires. Cette obligation d'être alors curieux certes, mais curieux du métier de l'autre, et puis pédagogue en même temps pour expliquer son propre métier, être compris de l'autre, et j'ai envie de dire, ce qui est la même chose également par les autres gros groupes professionnels avec qui on est amené à travailler. Peut-être que je suis aussi une bizarrerie, donc on est deux, ça commence à faire. À mon sens. Et la curiosité nous pousse à aller forcément vers l'autre pour pouvoir expliquer des phénomènes qu'on observe. Et sachant que ces phénomènes, on doit éclairer les prises de décision. Okay. Dire que les actuaires vivent dans leur coin recroquevillé, peut-être c'était vrai à un moment donné. Moi, toute ma carrière, je l'ai toujours faite en discutant avec les autres, quels que soient les postes que j'ai occupés. De toute façon, c'était souvent mes missions centrales, c'est de pouvoir diffuser l'information, échanger avec les autres et trouver des solutions communes, en fait. Là-dessus, je peux dire deux choses. La première, c'est que travailler avec les autres, c'est un état d'esprit, en fait. Soit on y trouve beaucoup de joie, de plaisir et aussi d'intérêt pour faire progresser collectivement la connaissance et l'intelligence collective. Et donc là-dessus, où l'autre part, l'autre état d'esprit, c'est de dire qu'on est les sachants et on connaît tout. Et on va imposer une vision du monde aux autres. Je pense que les actuaires ont passé ce cap depuis très longtemps. Il peut en rester quelques-uns, on ne sait jamais. Bon, mais bon, je ne crois pas que statistiquement soit plus bizarre que les comptables. Désolé. Ou voilà. Donc il y a ça qu'il faut bien avoir en tête. Deuxième chose, est-ce que le monde a vraiment échangé, que les choses vont vite? Oui. Et des fois, mieux vaut aller voir lors d'une réunion ou aller voir son collègue dans le bureau et expliquer une différence. On gagne plus de temps que d'essayer de reconstruire nous-mêmes le chemin. Ouais. Donc cela nous pousse aussi quelque part à mieux expliquer, peut-être, c'est là où c'était difficile, mieux expliquer ce qu'on fait. Parce que expliquer simplement la complexité, c'est pas toujours facile.
Voilà. Ouais, moi, je voudrais juste rajouter quand même quelque chose sur la pédagogie, parce que c'est quand même pas inné chez les actuaires. Alors il y en a peut-être qui sont très pédagogues, mais par contre c'est souvent ce qui va faire la différence avec la curiosité entre des actuaires qui ont souvent un socle technique qui est tout à fait comparable, la capacité justement à expliquer ce que l'on fait, c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas quelque chose de facile. Moi je l'ai un peu touché du doigt quand j'ai changé d'entreprise et quand je suis arrivé dans une mutuelle, donc à la mutuelle des motards, ou au conseil d'administration, ce sont des sociétaires, donc des gens qui sont d'abord assurés, qui ont une moto, et c'est leur point commun, ils ont été élus, mais ils ne sont pas techniciens de l'assurance. Alors ils ont une compétence collective maintenant, ils sont formés, mais pour autant, ce sont des gens qui peuvent avoir n'importe quel métier. On n'est pas corporatiste, donc on a des gens de toute formation, et des retraités, des jeunes, des chômeurs, enfin tous les métiers, toutes les situations socio-professionnelles. Et notre rôle, c'est de les éclairer. Et si on reste dans notre langage, on n'éclairera rien du tout, et on servira absolument à rien du tout. Et comme on a des salaires, en général, il vaut mieux qu'on serve un peu à quelque chose si on veut rester dans l'entreprise. Ça me fait penser à une autre anecdote, peut-être que je la raconterai tout à l'heure. Mais voilà, donc ça, moi, je l'ai touché du doigt. Quand on est face à un public qui n'est pas technicien, c'est pas simple d'expliquer son métier. Et c'est quelque chose qui est très formateur. Donc peut-être que le meilleur ami de l'actuaire pour former l'actuaire, c'est celui qui n'est pas actuaire et qui ne va pas être technicien et qui va être curieux quand même, va poser des questions à l'actuaire pour forcer l'actuaire à simplifier, à vulgariser, ce qui, en plus, va permettre à l'actuaire de s'assurer lui-même qu'il a bien compris ce qu'il faisait. Donc c'est jamais inutile, mais c'est pas. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'actuaires pédagogues, mais quand même le profil mathématicien, le profil de celui qui aime bien le code, c'est pas toujours celui qui sait bien expliquer ce qu'il fait. Donc ça nécessite. Là, je crois qu'il y a beaucoup de représentants des ressources humaines. Les actuaires ont besoin de vous pour être formés dans ce domaine-là. C'est un cri du cœur. Et presque. En tout cas, voilà. Pour moi, ce qui va faire qu'un actuaire va se différencier des autres justement, ou des autres actuaires, c'est cette capacité à communiquer avec les autres à tous les niveaux. C'est un métier qui est très transversal. Comme beaucoup d'autres métiers, nous on aime bien dire qu'on est au cœur, mais il y a plein de métiers qui sont au cœur. Mais on échange avec à la fois la gestion, avec ceux qui font la souscription, avec le marketing, avec l'informatique. Alors les informaticiens aussi, il faut comprendre leur langage, c'est pas toujours simple. Mais également avec des directions générales ou des administrateurs qui peuvent avoir des origines très diverses. D'ailleurs, dans la nomenclature des métiers de l'assurance, je prends peut-être un risque, mais la première dans les 15 familles, c'est l'actuariat. Par ordre alphabétique peut-être, non? Même pas, parce qu'on parle des métiers cœur. La dernière, c'est pilotage et gouvernance d'entreprise, mais bon, je ne l'ai pas dit hier. Oui, alors, vous souleviez un point qui est intéressant, c'est que là aussi, dans les cultures historiques, alors c'est vrai que dans la culture scientifique, Florence me disait une phrase, elle disait ce que je sais, dans la culture scientifique, ce que je sais est vrai, donc s'impose. Et c'est logique, c'est-à-dire que quand finalement on est, c'est logique, c'est mathématique, mais c'est vrai que quand on est certain du résultat que l'on obtient, il est évident qu'on ne va pas discuter de ce résultat, puisque mathématiquement il est juste. Or là on a le sentiment que dans le monde qui est en train de se mettre en place, de se construire, de se réinventer, il y a plusieurs vérités, à la fois qui cohabitent, qui coexistent, et qu'il faut bien faire cohabiter ensemble. Et donc là ça relève de disciplines, de champs disciplinaires, qui sont plus les sciences dures par rapport aux sciences molles, mais cette obligation de travailler ardemment ensemble, peut-être ça le sens pour partie des évolutions en cours. Et là c'est quoi? C'est peut-être davantage un changement de posture, d'attitude dans son rapport au métier, dans le rapport à l'autre. Ce que je sais et que j'ai démontré est vrai. Ça restera vrai, mathématiquement parlant. Okay.
Après, il y a toute la pédagogie d'explication, de dire... je suis moyennement d'accord, mais je compléterai. Mathématiquement parlant, 1 plus 1 égale 2, ça restera 1 plus 1 égale 2. Donc, il n'y a pas de... C'est prouvé mathématiquement, on restera là-dessus. Mais mon point, c'est... mieux l'expliquer est quelque chose d'extrêmement important. Et là où je te rejoins, c'est vraiment expliquer clairement, simplement, ce qu'on conçoit et quel est notre raisonnement en fait derrière ça. Maintenant, pour aller plus loin, effectivement, aujourd'hui, le monde est complexe. Il y a la notion de probabilité. Donc, il y a des choses, je ne suis pas certain, je suis dans le monde de l'incertain. Je suis un peu formaté d'une certaine façon, donc je vois le monde d'une certaine façon. Donc, effectivement, d'autres le voient d'une autre façon. Ce n'est pas moins vrai que ce que je dis, mais c'est de confronter, en fait, positivement. Et c'est deux mondes qui va me permettre, moi, d'améliorer et à la fois ma connaissance, donc accroître ma connaissance, et puis améliorer la performance globale de l'objectif poursuivi. Donc, je pense, hein, et ça c'est mon point de vue, hein, assez clair là-dessus, c'est que on ne peut pas dire que certaines choses ne sont pas vraies. Il y a des choses qui sont des vérités établies, mathématiquement, scientifiquement parlant. Et d'autres qui sont plutôt sur de la réflexion, sur du raisonnement, sur le fait de dire que c'est probable, et qu'on n'est pas certain, et qu'on a besoin effectivement de collecter suffisamment d'informations autour de nous pour pouvoir en faire une idée à peu près correcte. Parce qu'on a une formule aussi dans les milieux des sciences humaines ou RH, c'est que 1 plus 1 ne font jamais 2. Dans la mesure où en matière sociale, ça peut faire plus de 2, ça peut faire moins de 2, et on espère créer une synergie qui va permettre que finalement le résultat obtenu par l'équipe soit supérieur à la somme de ce que chaque individu contribue. On a un bon exemple pour le meilleur et pour le pire dans le domaine sportif. On sait très bien que la meilleure équipe n'est pas celle qui rassemble les meilleurs joueurs de la planète ou du pays considéré, mais c'est la manière dont ces individus seront capables de travailler ensemble et de créer quelque chose, d'obtenir une synergie entre eux qui en fera la Dream Team, la meilleure équipe, celle qui va remporter la Coupe du Monde. Et c'est là où on voit peut-être, où on recherche ce qui va permettre dans la manière d'animer, de manager les équipes, les individus au sein d'une équipe, pour aller vers cet objectif supérieur d'amélioration continue. Vous me rajoutez une autre contrainte, c'est l'effet de levier. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé d'effet de levier. Bien sûr, si je rajoute l'effet de levier, ça peut changer un peu le résultat final. Et donc, c'est ce que je vais essayer de chercher dans mes discussions, dans les entretiens avec les uns les autres, pour pouvoir contribuer à améliorer la performance dont je parlais tout à l'heure. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est que je me vois mal aller dire à mon conseil d'administration ou à la direction, au COMEX que l'intégration de telle valeur plus telle valeur, c'est peut-être 100 ou peut-être 95 ou peut-être 110, on ne sait pas trop, et qu'on va publier sur de l'incertitude. C'est pas possible. Non. Mais tu vas leur dire quand même avec quelles hypothèses tu obtiens ce résultat. Absolument. Ça veut dire que tu as fait des hypothèses. Et ces hypothèses, peut-être que c'est pas comme ça que ça va se passer en fait. Et donc le résultat sera peut-être différent. Et alors, je partage ce qu'a dit Anani, mais je voudrais quand même rajouter que pour moi quand même, par rapport à mes équipes, à ceux qui travaillent en actuariat avec moi, j'aime bien leur dire qu'il faut faire attention aux certitudes justement. Et que 1 plus 1 égale 2, oui mais attention, est-ce qu'on n'a pas oublié des données? Donc en fait c'est pas 1 plus 1, c'est 1 plus 1 plus 1 qu'on aurait dû avoir, ou peut-être qu'il y a un 1 qui est faux parce qu'il a été mal saisi. Donc finalement on dit 1 plus 1 égale 2, mais en fait le résultat ça pourrait être très différent si la réalité du risque, parce que peut-être qu'on ne connaît pas la réalité du risque, on en a une approche par rapport aux données qu'on utilise, par rapport aux hypothèses que l'on fait. Et alors, donc moi je travaille avec des motards. Je ne suis pas motard moi-même. Et alors, pour différentes raisons, mais ce que j'aime bien, j'aime beaucoup échanger sur le risque avec les motards parce que souvent, en tout cas ceux que je côtoie, ont une perception du risque qui nous fait gagner beaucoup de temps quand on travaille sur les données, parce qu'ils ont quand même une bonne perception du risque, mais aussi parfois des idées préconçues, et parfois des certitudes. Et justement, là, nous, actuaires, statisticiens, on va se positionner avec une démarche que je qualifierais de scientifique, de dire je doute sur les certitudes et j'essaie de voir, de prouver, ou en tout cas, quand on m'affirme quelque chose, je veux essayer de le prouver ou de le vérifier, de voir s'il n'y a pas des contre-exemples. Et puis si ça ne peut pas changer aussi, parce que la certitude ou la vérité d'un moment, elle peut changer dans le temps. Donc c'est intéressant cet échange parce que
moi, dans mon métier, je le vois un peu différemment. Je trouve que ceux qui ont des certitudes sont plutôt ceux que nous challengeons, nous, actuaires. Je pense que c'est un point extrêmement crucial qui vient d'être évoqué parce que c'est une des caractéristiques dans notre métier. On n'est sûrement pas le seul à avoir cette caractéristique, mais c'est que effectivement, il y a on connaît tous la plaisanterie qui consiste à dire monsieur le directeur, qu'est-ce que vous voulez trouver comme chiffre, et puis moi, actuaire, je vais vous trouver comment arriver à ce chiffre. Et c'est une plaisanterie qui n'en est pas une, et au moment où on est dans où les datas sont très volumineuses et où on peut faire dire beaucoup de choses aux algorithmes, c'est très très important d'avoir ça en tête. L'actuaire, il doit être à la fois parfaitement, comme l'a dit Anani, parfaitement rigoureux dans son approche mathématique. Il doit avoir toute l'exigence concernant les bases de données, éviter les biais, etc. On peut parler de la traçabilité des algorithmes, enfin, etc. Donc il doit avoir toute cette exigence scientifique. Et en même temps, bien évidemment, comme le dit Bertrand, en permanence un doute sur la manière dont il a abordé le problème, les hypothèses qu'il a prises, etc. Donc les deux capacités doivent coexister chez l'actuaire. Et au moment où les data explosent et où la mode data scientist et la mode de l'intelligence artificielle se répand, je pense que l'actuaire a besoin de garder une capacité de résistance. C'est tellement facile et agréable et ça Anani le connaît encore mieux que moi puisqu'il le pratique tous les jours, c'est tellement tu dois voir autour de toi des tentations de faire dire des choses à des algorithmes ou d'aller vite dans les algorithmes. Donc on doit à la fois être extrêmement éthique dans notre approche du maniement des données et rigoureux, et en même temps modeste, humble, à l'écoute, comme le souligne Bertrand. Et les deux font partie du métier d'acteur. Je crois que le bon acteur, c'est celui qui vraiment fait le bon mix entre les deux et arrive à allier ces deux capacités qui sont finalement contradictoires. D'un côté, une certaine forme de rigidité et de l'autre, une ouverture très très grande, une écoute des autres et une capacité d'être influencé. Donc il faut avoir les deux. C'est pas évident. Ça me paraît faire le lien avec un sujet, une table ronde ou un entretien plus précisément qu'on avait eu ici même juste avant les vacances, puisqu'on avait la chance d'avoir Suyang ici présent, qui est l'auteur d'un rapport publié par la CPR sur l'éthique des algorithmes. Et bien évidemment, ce que vous venez de dire les uns et les autres nous rappelle à cette question. Certes, il y a une certaine vérité mathématique, et puis il y a des sciences nouvelles qui se développent et qui parfois posent des problèmes de transparence, d'explicabilité, d'auditabilité. Alors, les termes ne sont pas encore dans le dictionnaire, mais en tout cas ils sont de plus en plus employés, et où on demande non pas de garantir la certitude du résultat, mais d'être capable d'expliquer la manière dont on arrive à ce résultat-là. C'est peut-être ça aussi qu'il faut voir derrière cette transparence, parce que quand bien même un modèle mathématique serait juste et éthique au moment où on le pense, au cours de son utilisation, dans la manière dont il va s'auto-former, il va évoluer pour coller, s'enrichir d'un phénomène d'auto-apprentissage, il peut perdre cette dimension-là. Et on a en tête un certain nombre d'exemples de chatbots sur Google ou autres qui assez rapidement se sont mis à délirer parce que d'un point de vue purement mathématique, c'était toujours juste, sauf que dans la réalité, le modèle probabiliste, il s'appliquait sur des données qui finalement n'étaient pas représentatives d'une majorité ou d'une grande masse. Donc comment est-ce que vous prenez en compte cette dimension éthique qui est sans doute de plus en plus importante à la fois dans votre métier mais en tant que phénomène sociétal? Alors c'est assez intéressant comme question parce que l'actuaire est censé
dans la déontologie d'être éthique. Donc c'est comme cela, on est éthique parce qu'on exerce un métier que je me permets de le comparer quand même à un métier de médecin. Okay, où on va faire des diagnostics, on va suivre des protocoles et on va donner des conclusions par rapport à notre démarche qu'on a. Donc, vous voyez bien que la discussion qu'on a tout à l'heure, je poussais un peu le bouchon assez loin en disant que l'actuaire doit faire ceci, cela, c'est important d'être 1 + 1 = 2, je le dis. Pourquoi? Parce qu'on va passer à un moment donné d'un monde mathématique pur à un monde mathématique appliqué. Et donc, dans le monde de mathématiques appliquées, on est plus rond, on fait plus attention à un certain nombre de choses. Et donc, on va arriver maintenant aux algorithmes. Les algorithmes vont faire un certain nombre de choses. Il ne faut pas oublier que dans les algorithmes, aujourd'hui, par exemple, un exemple très concret, les biais cognitifs, on a du mal à les attraper. En tout cas, à les expliquer correctement. Donc c'est un vrai problème pour nous. On n'a pas toujours les données pour les mesurer. Pour les mesurer, absolument. On n'a pas, notamment des données éthiques, enfin des données ethniques, pardon, dont on ne dispose pas. Donc c'est difficile de voir les biais ethniques quand on n'a pas la base de référence. De référence et tout ce qui suit le comportemental, on va avoir. Donc la démarche n'est plus pareille en fait. On va avoir un faisceau d'informations. Ensuite, on sort les résultats. On va discuter avec les métiers. On est toujours en interaction. Ce que nous on fait chez Datalab, c'est on a fait le choix d'avoir une petite équipe pour que cette équipe puisse travailler avec les autres métiers de façon à former une synergie, d'expliquer déjà ce que je suis en train de faire en termes d'algorithmie, de récupérer les informations, de sortir les résultats et de le challenger. Et le bon juge de paix, c'est d'avoir autour de la table une dizaine de personnes, de métiers différents qui me disent « Oui, mais ce que tu dis, ça me paraît bizarre ». Donc je vais aller regarder pour voir si ce que j'ai annoncé ou énoncé semble vrai. Est-ce que j'ai une erreur dans mon code? Est-ce que c'est les données que je suis allé récupérer qui posent problème? Et de là, je vais arriver au fur et à mesure à avoir une conclusion collective partagée et diffuser l'information. Oui, l'éthique reste, pour conclure, l'éthique reste. Et le fait de travailler en synergie avec d'autres métiers est d'autant plus important pour le data scientist parce que la valeur finalement vient des métiers, pas que des données. Florence, vous voulez dire un mot, parce que vous avez un code de... Oui, alors effectivement, à l'Institut des actuaires... Alors, d'abord, je voudrais dire un mot sur l'éthique en général. Tu as fait la comparaison avec la médecine, et moi je trouve que c'est une comparaison qui n'est pas exagérée. Et il y a une différence qui est importante, c'est qu'au niveau des bioéthiques, il y a l'éthique appartient à des sages. Enfin, en tout cas, on réfléchit à l'éthique, on échange des arguments, et puis on décide. Donc il y a des manipulations génétiques qui sont autorisées, d'autres qui sont interdites, et le corps médical ensuite opère selon l'éthique qui a été décidée. La chose est, bon, je ne dis pas qu'à la marche sur le terrain, il peut y avoir des petits problèmes d'interprétation, mais l'éthique, elle émane d'en haut, elle est top-down. Dans le numérique, et il y a quelqu'un de l'INRIA qui s'appelle Gilles Dweck qui l'explique très bien, dans le numérique, l'éthique, elle est au plus près de celui qui fait, qui code, et si on n'a pas la méthode que vient d'expliquer Anani, c'est pas un hiérarchique qui peut vérifier quelle est l'éthique qui a prévalu dans la personne qui a codé et qui a utilisé des données. C'est pas possible que ce soit un œil hiérarchique. On peut pas regarder comme ça par intuition. Il faut effectivement l'éthique dans les algorithmes et les data, c'est quelque chose qui part de l'analyse du problème et du problème que l'on cherche à résoudre. Donc comment on le pose, quelle est la question que l'on cherche à résoudre. Et ensuite, il faut, avant de coder et de faire le genre, il faut savoir qui va exploiter les choses. Et c'est tout ce contexte qui va déterminer les conditions de l'éthique.
c'est d'ailleurs ce qui fait que au niveau, que ce soit au niveau de Bruxelles, du commissariat, de la Commission européenne, ou que ce soit les chartes éthiques du Canada ou de l'OCDE, on s'aperçoit que pour le moment, on ne peut pas faire autre chose que d'écrire des principes. Pour le moment, la personne qui va présider la commission s'est engagée à faire une loi dans les 100 jours. J'en parlais hier avec les gens qui sont les experts qui ont fait les principes de la Commission européenne récemment. Et bon, ça paraît assez infaisable. La difficulté dans le numérique, c'est que c'est chacun de nous, c'est chaque individu qui est responsable de l'éthique. Quand on met des photos sur Facebook, on engage la vie, le bien-être des gens dont on met les photos. On est extrêmement interdépendants dans le monde numérique et l'éthique, c'est quelque chose qui doit concerner tous les individus. Alors là, on parle des actuaires, donc bien sûr, on arrive, comme vient de l'expliquer Anani, par un travail d'équipe à contrôler ça. Mais enfin, il faut vraiment cette prise de conscience du fait que dans ce monde numérique, l'éthique, c'est l'affaire de chacun de nous, c'est l'affaire de chaque citoyen. Et ça, pour le moment, c'est pas encore passé dans les esprits. Je crois que le message est donné. Est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose? Oui, Bertrand. Peut-être dire à ce sujet-là, on est quand même dans un domaine qui est réglementé. Alors, ça n'exclut pas les difficultés, en effet, évoquées. On est dans un domaine réglementé. L'Institut des actuaires, en effet, édicte des normes professionnelles. Nous avons un code de déontologie. Et au-delà de tout ça, c'est vrai qu'il y a aussi des structures au niveau du conseil d'administration qui fixent des règles et qui sont très attentifs à ce que ces règles soient respectées. C'est ce que je vis, moi, à la mutuelle des motards, ou sur pour prendre l'exemple de la tarification, samedi dernier, nous avions un conseil d'administration justement au sujet de la tarification, et un administrateur qui était nouveau a posé la question, quel type de données, de variables nous avons, et ce sont les autres administrateurs qui ont répondu, parce qu'ils savent quelles sont les variables que nous utilisons, et surtout celles que nous n'utilisons pas. Et pour des critères justement, des critères éthiques, donc ce sont aussi des contraintes qui peuvent venir, des contraintes ou enfin des choix en tout cas, des choix qui peuvent venir d'en haut, des conseils d'administration des entreprises d'assurance, pour lesquels l'actuaire doit s'assurer, vérifier et prouver qu'il respecte bien ces choix-là aussi. J'élargis un peu le propos à propos d'éclairer l'avenir du métier d'actuaire ou des métiers de l'actuariat. Comment est-ce que vous le voyez dans les toutes prochaines années ? Si on a des jeunes là, on va essayer de les motiver à devenir actuaires pour certains d'entre eux, pourquoi pas ? Radieux. On éclaire l'avenir, donc... Non, plus sérieusement, ce que je voudrais dire par là, c'est que c'est un métier qui va se muter comme tout autre métier, mais dans le bon sens, parce que l'actuariat a montré sa résilience en vous citant les 3 vagues, mais il y a plus que 3 vagues. On voit bien que l'actuaire, à un moment donné, va intégrer les outils nouveaux. Donc les formations aussi s'adaptent à cela, quelle que soit la formation aujourd'hui. Toutes les histoires de digitalisation, de data science, les jeunes étudiants sont formés pour cela. On l'intègre dans notre raisonnement, notre mode opérationnel, et au fur et à mesure, effectivement, l'actuaire va se concentrer de plus en plus sur ce que moi j'appelle la gestion des risques de façon holistique en fait. Là aussi, il y a des formations à l'IA qui proposent des formations de RM, de pouvoir avoir une vision beaucoup plus
globale en fait des différents risques de RM, Risk Manager. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc c'est très bien, si vous devenez actuel un jour, faites-le, c'est très très bien. Moi je l'ai fait, j'en suis très content. Et aussi la dimension de continuer à s'interroger en fait, tout simplement, pour s'adapter, parce qu'on ne peut pas éclairer finalement l'avenir sans s'interroger et continuer perpétuellement de s'interroger en fait. Bertrand ? Oui, moi je pense que il y a à la fois une opportunité pour aller dans des domaines différents, à condition que nous soyons capables de nous faire connaître et de montrer les compétences que l'on peut avoir autour des données. J'en veux la preuve. Là, nous avons au sein de l'Institut des actuaires et dans le cadre de l'IARD des journées d'études annuelles autour de l'IARD. Et cette année, il y a eu 2 conférences qui ont traité non pas d'assurance, mais de risque. Alors il y en a une, c'était sur comment j'optimise mon maillage commercial. C'était fait par des actuaires. Ça, j'avais jamais vu ça il y a 10-15 ans. Donc l'actuaire s'autorise à aller sur le domaine commercial, par exemple, parce que ça faisait appel à des compétences de traitement des données que l'actuaire avait. Et puis il y en avait une deuxième, c'était au sujet des risques autour des usines d'épuration. Donc là aussi, un domaine pour lequel des consultants ont été sollicités par des gestionnaires de risques des collectivités locales. Et donc je pense qu'il y a des vraies opportunités qui apparaissent. Et les actuaires, à condition qu'ils se fassent connaître, peuvent accéder à ces opportunités et ils peuvent y accéder justement bien armés grâce à ce qu'on a dit juste avant sur l'éthique et sur la déontologie. Parce que je ne crois pas qu'il y ait d'autres domaines autour du traitement des données, de métiers en tout cas structurés avec un code de déontologie, avec une éthique, avec des normes professionnelles. L'Institut des actuaires, c'est un organisme d'utilité publique, si je ne me trompe pas, donc avec des gens qui sont scientifiques à l'intérieur. Donc on a quand même de vrais atouts pour aller au-delà de l'assurance, déjà dans l'assurance, au-delà de notre propre métier traditionnel, et au-delà de l'assurance, dans la gestion des risques, en effet, avec de solides connaissances en mathématiques et ce cadre éthique qu'il faut rappeler à tous les actuaires, bien sûr, régulièrement, mais que nous avons, qui existe en tout cas. Florence ? Pourquoi c'est le plus beau métier du monde ? D'abord parce que je pense qu'il est vraiment en prise avec les sujets de la société. C'est un métier qu'on peut faire d'une façon très différente. On peut s'intéresser à la santé, on peut s'intéresser donc à la retraite, à la prévoyance, donc des aspects humains, des aspects de solidarité. On peut l'aborder d'une façon tout à fait différente, de façon très capitalistique, en faisant de la gestion d'actifs et en s'attachant à des performances techniques, sachant que pour le moment, en ce moment, la gestion d'actifs s'oriente de plus en plus et de plus en plus conditionnée par l'ESG, donc par des considérations de solidarité également. Donc on peut aborder, il y a une très très grande variété de domaines d'application. On peut évoluer, on peut passer d'un domaine à l'autre. Là, on est 3, on est passé de la vie à l'IARD, au financier, etc. Donc c'est un métier extrêmement varié. La seule chose qui est essentielle, c'est d'apprendre tout au long de sa vie, c'est-à-dire de considérer que rien n'est acquis. D'abord, comme le disait tout à l'heure Bertrand, quand on sort de l'école, qu'on a le premier niveau. Alors là, je parle des actuaires, de l'Institut des actuaires, mais on n'est pas sectaire. Les autres qui font de l'actuariat et qui ne sont pas de l'Institut des actuaires, on ne demande qu'une chose, c'est qu'ils nous rejoignent. Parce que je pense que ce qu'on apporte, on essaye d'apporter, c'est effectivement une actualisation des connaissances et un label de respect, de déontologie, d'éthique. Et ce qui est essentiel, c'est
de vouloir apprendre tout au long de la vie, de vouloir se remettre en question tout au long de la vie, de façon à ce que ça se fait dans la foulée. Si des jeunes sont sur des modèles, en plus, alors il y a des RH qui sont pas mal payés, les actuaires. S'ils s'endorment sur leur laurier en disant qu'ils sont, ça va, la vie est belle, et puis je fais mes petits modèles et je continue mes petits modèles stochastiques, et sans se remettre en question, sans apprendre d'autres choses, sans dialoguer avec les collègues qui ont d'autres métiers, alors là, je suis inquiète pour cela. Pour cela, je suis inquiète parce que je pense qu'ils auront du mal. Hein. Quand ils auront 45 ans, à mon avis, ils auront du mal. Mais si ils sont au contraire ouverts, ils ont toutes les bases pour s'adapter au monde tel qu'il sera. Et c'est en ce sens que moi je suis très très contente d'avoir appliqué mes mathématiques dans ce domaine. Je joue juste un petit peu de vendeur sur la recherche. C'est pas Anani qui me dira le contraire. Ce qui est important pour le métier d'actuaire, c'est qu'il y ait des actuaires qui sont chercheurs, qu'il y ait des très bons enseignants et des chercheurs, parce que c'est ça qui fait progresser les approches mathématiques, les modèles. On en a besoin pour le climat, on en a besoin pour le cyber-risque. Donc moi, c'est pour ça que maintenant, je me donne beaucoup de mal pour mettre en contact des entreprises, des chercheurs, de façon à ce que les recherches soient utiles à la profession. Mais cette dimension de recherche, il faut voir que, comme le disait Bertrand, par exemple, si je prends Sorbonne Université, en ce moment, ils sont en train d'utiliser des modèles actuariels en les appliquant à des plaques tectoniques. Et je suppose que toi, tu as d'autres exemples que tu pourrais donner également sur ce qui est fait à l'ISFA. Donc, non, c'est un beau métier, à condition de savoir que rien n'est jamais gagné et qu'il faut toujours se remettre en question.